On vous souhaite en tout cas la bienvenue ce soir pour notre dernière soirée de l'année, qui est consacrée au métier du spectacle vivant, métier de l'ombre. Pour ma part, je tiens à remercier très très chaleureusement nos invités qui nous ont répondu favorablement ce soir. Ils vont vous être présentés par ma collègue. Je passe la parole à Élodie et je vous souhaite une très bonne soirée. Merci à vous. Alors, je vais vous présenter l'organisation de la soirée assez rapidement. Donc nous sommes ici en amphithéâtre pour le début de la soirée. D'abord, il y aura une présentation par les professionnels de leur réalité actuelle. Où travaillent-ils, en quoi consiste leur métier, quelles sont les conditions de travail. Et dans le milieu du spectacle, il y a des stéréotypes qui circulent, donc des représentations qui peuvent être vraies ou fausses, du type c'est un métier de passion, ce sont des métiers où il y a beaucoup d'heures supplémentaires avec des horaires décalés, et des métiers où on supporte ces conditions de travail et les contraintes financières parce qu'on est passionné. Romain Delesse, sociologue, avait notamment étudié ce fait. Donc voilà, l'idée, c'est les conditions de travail vont également être abordées. Ensuite, nous ouvrirons un espace de questions-réponses. Vous pourrez interagir directement avec les professionnels. Et nous repartirons sur un second tour de table. Les professionnels vous dépeindront leur parcours. Donc nous sommes ravis ce soir d'accueillir Monsieur Philippe Casaban, qui est notre scénographe de la soirée. Nous sommes ravis d'accueillir notre administrateur de production de l'ONB, l'Opéra National de Bordeaux, Monsieur Victor Herman. Et nous sommes ravis d'accueillir notre chargé de communication du TNBA, le Théâtre National Bordeaux-Aquitaine, Monsieur Hugo Lebrun. Merci. Merci Élodie. Voilà, il est temps de commencer par un premier tour de table, donc qui est consacré à vos environnements et vos activités professionnelles un peu dans le détail. Donc, Monsieur Philippe Casaban, bonjour, bonsoir. On commence par Bonsoir. vous. Vous êtes scénographe, vous êtes associé à Éric Charbeau, Oui. vous allez nous parler. Vous travaillez pour le théâtre, l'opéra, la danse, le cirque, les arts urbains. Enfin, vous êtes très prolifique. Pouvez-vous nous présenter votre travail en nous donnant aussi des exemples de scènes que vous avez créées? Merci. Bonjour tout le monde. Je suis scénographe. Je travaille avec Éric Charbeau. Depuis le début, depuis que nous avons décidé que nous étions scénographes et que nous allions pratiquer ce métier et essayer de mener notre vie professionnelle voilà, dans ce domaine-là. Alors comment est-ce qu'on travaille? D'abord, ça fait longtemps qu'on travaille, ça fait maintenant plus de 25 ans que nous sommes scénographes. Nous sommes associés. C'est-à-dire qu'on a décidé qu'on partageait, qu'on co-signait toutes nos créations, quelle que soit notre façon de travailler. C'est-à-dire que, évidemment, sur un projet, il y en a un qui peut prendre la main plus que l'autre. On pourra rentrer, on en parlera plus en détail après, si vous le souhaitez. Et on partage aussi la rémunération, l'argent. Voilà, il me semblait dès le départ que c'était important qu'il n'y ait pas d'histoire, qu'on partageait tout en deux. Comme ça, l'affaire est réglée et on ne commence pas à calculer, est-ce que toi tu as travaillé plus que moi, voilà. Bon, il y a une confiance qu'il faut avoir pour travailler ensemble. Nous sommes les deux intermittents du spectacle, tout en étant à la fois aussi une agence. Enfin, on peut appeler ça comme ça, mais en même temps on n'est pas une personne morale, on n'a pas de numéro de SIRET, on n'est pas déposé. Mais on est une agence parce qu'on a des moyens pour travailler, on a des locaux. Ça fait toujours qu'on se débrouille pour avoir des locaux pour travailler. Et dans ces locaux, on reçoit assez souvent les équipes avec lesquelles on travaille, le metteur en scène, il va y avoir le costumier, l'éclairagiste. Pourquoi ça se passe souvent chez nous assez souvent? Quand on travaille avec les compagnies de théâtre, quand on travaille dans le cadre d'une institution, c'est un peu différent.
Mais quand on travaille comme ça avec des compagnies de théâtre, des compagnies, que ce soit musique, etc., on est souvent avec le metteur en scène, auprès du metteur en scène, les premiers à être au courant artistique, d'un point de vue artistique, à travailler artistiquement sur le projet. Avant, bien sûr, et puis on travaille avec les gens qui se chargent de la production et de la justesse du projet, de sa viabilité. Voilà, alors quels sont les domaines dans lesquels nous travaillons? Alors essentiellement dans le domaine du spectacle vivant, parce que la scénographie peut s'appliquer à de nombreux domaines. Nous sommes surtout dans le spectacle vivant, et le spectacle vivant lui-même se décline en plusieurs domaines. Donc, comme vous le disiez, il y a le théâtre, l'opéra, la danse, le cirque, des tas de formes hybrides qui maintenant mêlent la musique, la vidéo, tout ce qu'on peut inventer aujourd'hui, les musiques amplifiées. Je dois oublier des choses là, dans ce domaine-là. Après, on a travaillé, nous arrive de travailler aussi plus ponctuellement en tant que scénographe d'exposition. Ça peut être pour des musées, des expositions ponctuelles. Souvent, ces expositions sont en lien avec le spectacle vivant, justement, ou l'architecture. C'est souvent le réseau que l'on a qui nous amène à travailler plutôt dans tel ou tel domaine. Ça aussi, on pourra en parler plus tard, si on a le temps. Comment on peut finalement... comment il peut y avoir justement une longévité, une viabilité, comment on s'installe dans sa pratique finalement. Il y a quelque chose qui s'installe, même si ça reste des métiers. Alors comment ne pas tomber dans les stéréotypes, des métiers fragiles, quoi. on vit. Moi, je suis plutôt à la fin de ma carrière, je pense, et c'est quelque chose qui peut, au bout d'un moment, au début être très excitant, au bout d'un moment un peu fatigant. Voilà. Bon, mais ça, on en parlera aussi plus tard. Donc, il y a les domaines en scénographie donc on a travaillé spectacle vivant. J'ai parlé des expositions. Il y a eu expositions justement au Grand Théâtre voilà, ça peut être dans des domaines, des milieux très différents, comme par exemple à Nanterre, dans le petit Nanterre, dans le cadre d'un travail avec la population, une équipe d'artistes en résidence. Donc là, c'est vraiment tout à fait un autre milieu, puis un autre processus de travail et de création et de concrétisation et de public. Voilà. Et ensuite, il y a le domaine de l'événementiel, qui peut être, et de l'espace urbain. Là, il est très large. Ça peut être le domaine festif, des événements dans la rue, mais ça peut être aussi tout le domaine dans le domaine privé. On va retrouver le luxe. J'ai eu des stagiaires qui avaient trouvé du travail chez Hermès. Ils travaillaient en fait sur le packaging, enfin plutôt sur les présentoirs dans les boutiques qui présentaient les parfums. Donc le présentoir conçu comme une scène. Enfin, oui, voilà. Et nous, comment on a travaillé là-dedans? On a travaillé sur des événements, des inaugurations. Par exemple, la mairie de Bordeaux, à un moment donné, a voulu inaugurer, après avoir fait des travaux sur le portail de l'église de la cathédrale Saint-André. Enfin, il y avait un événement, donc là, il fallait organiser la fête du prince. Un peu, là, on est dans la tradition de la fête du prince. Ou alors dans par exemple, pour l'inauguration, le gala d'ouverture de Vinexpo. Vinexpo, c'est un grand salon du vin à Bordeaux, c'est le principal salon mondial. Et c'était en même temps les 25 ans du classement de Saint-Émilion à l'UNESCO. Donc il y avait un grand raout. Et là, c'est une boîte plutôt d'événementiel et de com. Donc il y a envie pour cet événement-là je dirais, de s'adjoindre des scénographes et amener quelque chose du spectacle vivant, parce qu'ils s'imaginent que dans le spectacle vivant, voilà, on a beaucoup plus créatif. Voilà. En tout cas, ça permettait de sortir de leurs habitudes. Est-ce que vous pourriez nous expliquer un travail de scénographie de A à Z? Vous savez, oui. de la rencontre dans un projet jusqu'à l'aboutissement. Oui. Par exemple, je peux
prendre l'exemple classique théâtre ou un exemple plus... Voilà, pour le spectacle justement qui va... Alibaba d'Adog, voilà, voilà, qui est présenté demain soir au TNBA jusqu'à vendredi à 19h30. Oui, vérifiez sur le site. Donc là, le spectacle, il est parti en tournée. Il faut savoir qu'une fois qu'on a créé le spectacle est créé le jour de la première. Voilà. Donc nous, on va travailler jusqu'à la première. Ensuite, le spectacle va partir en tournée, ça va être la phase d'exploitation. Et là, c'est tout à fait une autre organisation où il y a aussi des métiers, voilà, des métiers, mais là, le scénographe a passé le bébé, la scénographie, le décor, la lumière, part avec les comédiens, ils partent en tournée. Là, voilà. Et c'est dans ce cadre-là qu'il est ce soir, qu'à partir de demain, il est au TNBA, le spectacle. Voilà, va faire une tournée, il a déjà commencé sa tournée, il passe à Bordeaux. Donc sur ce spectacle-là, comment ça se passe? C'est simple. Là, il s'agit d'un metteur en scène avec qui on travaille depuis plusieurs années. Alors, parce qu'il y a des fidélités qui se créent avec les metteurs en scène. Voilà. Et on parle de couples, assez souvent de couples de metteurs en scène. Alors nous, c'est peut-être un peu un trio. Et il y a des fidélités parce qu'on apprend à se connaître, ensuite on se comprend très vite. Et finalement, on travaille bien ensemble. Il y a une affinité, il y a plein de choses qui se mettent en place. Et comme ça, on a travaillé longtemps avec des scénographes, on a vraiment eu des parcours communs. Et là, donc, ici, on travaille avec Pascal Daniel Lacombe. On a travaillé avant qu'elle soit au Centre dramatique de Poitiers. Et donc là, elle décide de monter un texte. La première chose qui se passe, c'est, écoutez, Philippe et Eric, voilà un texte. Je suis quasiment sûr de le monter et on commence par le lire, par travailler le texte. Là, on est vraiment dans une démarche classique. Donc on va travailler sur le texte et donc il y a un travail d'analyse du texte. Alors qu'il n'y a pas une analyse du texte comme on apprend à le faire, un peu en analyse de texte littéraire, c'est vraiment un peu on décortique le texte. Alors nous on a une méthode, vraiment on fait des colonnes, les lieux, les enjeux de lieux. C'est-à-dire que dans un texte il y a une dramaturgie, c'est-à-dire une histoire qui se déroule, et en parallèle toute histoire est incarnée dans des lieux, parce que les corps vivent dans des espaces. Et donc tous ces corps-là se passent dans des espaces. Donc, et comme ça, il va falloir le représenter sur une scène. Il n'y a pas de théâtre sans incarnation, sans incarner les corps, puis ils sont quelque part. Voilà, donc, même si on ne met rien sur scène, il y a de l'espace. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on parle de scénographie. Maintenant, c'est différent du décor. Voilà, le décor, c'est qu'on va toucher, peser, transporter, financer, payer. Voilà. Et la scénographie, c'est un peu le concept. Bon. C'est deux choses indispensables. Le décor, la scénographie marchent ensemble. Donc là, on voit la metteuse en scène et là, on va avoir des réunions de travail. Et elle va nous dire pourquoi elle le monte. Quel est son budget? Il faut trouver la justesse du projet. Où est-ce qu'elle pense que ça va tourner? Et elle, quelle est sa lecture du texte? Alors nous, on rentre, on est un peu comme un Bernard Lhermitte, on va rentrer dans son histoire. Donc, il faut avoir la capacité de rentrer dans la tête du metteur en scène. Et puis là, il va y avoir des échanges. Voilà. Alors nous, on a un truc, c'est que vraiment, on ne se presse pas. On prend notre temps. Ça, souvent, c'est 1 an avant la date de la première. Donc, on a quand même un peu le temps. Voilà. Et tant qu'on n'a pas trouvé, tant qu'on n'est pas d'accord, on le dit. Voilà. Il ne s'agit pas de passer en force, c'est-à-dire ça le fait ou ça le fait pas. Voilà. Il vaut mieux rien que quelque chose qui... Voilà. Mais ça, c'est une règle un peu dans le... Voilà. Ce qu'on se dit avec Eric, ce qu'on dit, nous, on ne vend pas des meubles. Quoi. Vous voyez, on n'est pas... Achetez-le, mon meuble, achetez-le. Non, si la personne n'est pas d'accord ou nous, on ne croit pas que ça fonctionne son idée, voilà, faut se parler un peu franchement. Et ensuite, ces étapes successives, on va faire des croquis, des dessins, et petit à petit, ça va s'affiner, se structurer. En même temps, on regarde combien ça coûte, combien telle option, tel scénario, c'est de camions à transporter, où est-ce qu'on pourrait le faire fabriquer, est-ce qu'on a tel menuisier, est-ce qu'on a une équipe de construction, en temps de montage. En tournée, il y a un temps de montage. Quel est le temps de montage? Alors là, on va commencer à voir le régisseur
le général du spectacle, on avait estimé avec lui le temps de montage et tout. Donc, il y avait des tas de données. Comme je disais en cours, on additionne vraiment des carottes, des navets, des poireaux et tout. Et tout ça, il faut que ça fasse quelque chose. dont on est convaincu, et la metteuse en scène aussi. Et puis à partir de ces dessins, on va faire une... Avant on fait une maquette, maintenant on fait plutôt une maquette numérique, on travaille en 3D, avec des logiciels SketchUp, voilà, et en même temps des dessins. Et puis une fois que c'est validé, qu'on a trouvé des équipes de construction, ça peut prendre des tas de formes, ça je rentrerai plus tard si on a l'occasion, à partir de là, on va faire les plans d'exécution, les plans de construction. Et on va suivre toute la construction qui elle va être chiffrée par les deuxième chiffrage, par les constructeurs, voir toujours si ça passe, etc. Et tout ça jusqu'à ce soit construit, peint, etc. Alors souvent, il nous arrive de peindre, voilà, parce que ça permet de faire des grosses économies, c'est quelque chose qu'on sait faire, quand le budget est serré, allez hop, on peint, avec Éric Charbot. Et puis souvent on trouve que c'est mieux fait par nous que par d'autres, sauf à l'opéra, où là c'est vraiment des conditions très particulières, il y a des ateliers complets, il y a tous les métiers, c'est fabuleux, mais c'est pas tous les jours. Au TNBA, ce sont des ateliers qui sont mis à disposition. C'est un atelier qui est mis à disposition des équipes qu'on peut constituer pour construire. Voilà, donc il faut aussi être capable de parler avec les constructeurs, etc. Donc le décor est prêt à être livré le jour qui a été décidé avec la metteuse en scène, le jour c'est pas forcément les répétitions ont pu commencer avant, sans le décor, donc le décor concret. Et un jour, il va être livré quand on estime que c'est le bon moment par rapport aux comédiens, parce que c'est pas toujours bien que les comédiens aient tout de suite le décor. Des fois, il y a une usure, ça c'est la gestion d'humain, des comédiens. Ça, c'est vraiment le metteur en scène qui va nous guider, qui va dire. Et donc, le décor est monté une première fois. Et là, c'est un jour important. Voilà, parce que des fois, il arrive qu'une fois que c'est décor, monté, le metteur en scène dit « mais c'est pas du tout ce que j'avais imaginé, ce que j'ai cru voir dans vos dessins. » Voilà. Bon, heureusement, ça n'arrive pas beaucoup. Mais, ou des fois, il y a une phase comme quand vous avez une maison, imaginez, peut-être que ça ne vous est pas trop arrivé, une maison neuve, il faut la dompter, il faut apprendre à vivre avec, etc. Et puis l'exploiter. Alors après, il peut y avoir des modifications, voilà, c'est ouvert. Hein. Voilà. On va suivre ça dépend du désir des metteurs en scène. Lorsqu'on travaillait avec, par exemple, Laurent Lafargue, on était vraiment présent sur toutes les répétitions. Et là, on l'assiste sur l'utilisation de l'espace. Notamment quand plus le décor est abstrait, plus les codes sont abstraits. Donc il faut accompagner les comédiens. Et puis arrive le jour de la première. Et comme je le disais, le jour de la première, on passe le bébé. Et le schéma, dans ce schéma que j'ai décrit, à un moment donné, va arriver le costumier ou la costumière, l'éclairagiste, le vidéaste, tout ça se tuile et on s'enrichit. Dans l'idéal, on s'enrichit les uns les autres. Mais au départ, il faut qu'on puisse donner une ligne assez forte pour une ligne claire que tout le monde... Et puis le metteur en scène, après, a enrichi. Nous, on a des fois des idées un peu simples, systématiques. Voilà, les autres vont amener de la complexité, de l'épaisseur. Voilà. Je suis peut-être un peu long. Merci, c'est très bien. Merci, Monsieur Casaban. On entend déjà qu'il y a des compétences que vous mobilisez. J'ai entendu analyse littéraire, réalisation de croquis, usage de SketchUp. Voilà, juste, je me permets, parce que ça fait des ponts, je trouve, entre vous. Merci. Monsieur Herman, qu'est-ce qu'englobe votre activité d'administrateur de production au Grand Théâtre? Et aussi, est-ce que vous pourriez nous décrire le Grand Théâtre succinctement? Parce que quand on regarde l'organigramme, c'est comme ça qu'on vous a identifié, du Grand Théâtre. On comprend pourquoi c'est le premier employeur du spectacle vivant en Nouvelle-Aquitaine, et c'est pas rien. Je vous laisse la parole, merci.
Bonjour à toutes et à tous. Oui, c'est important de contextualiser un peu ce qu'est l'opéra. Alors, d'abord, nous avons effectivement le Grand Théâtre, qui est la maison historique de l'Opéra national de Bordeaux. Nous avons aussi à charge l'administration de l'Auditorium de Bordeaux, qui est à côté de la place Gambetta. Et nous avons d'autres lieux, la salle Vauban qui est de l'autre côté des Quinconces, qui est la maison du ballet, et nous avons toute une série de lieux de stockage et d'ateliers pour que nous puissions réaliser les décors imaginés par les maîtres d'œuvre, donc scénographes, metteurs en scène, éclairagistes, créateurs vidéo. L'Opéra national de Bordeaux, c'est à peu près 400 équivalents temps plein par an. Il y a 180 artistes, 100 personnes dans l'orchestre, 35 personnes dans le chœur et 35 personnes au ballet. Ce sont des artistes permanents. Et le reste, ça va être de la technique, de l'administratif en temps plein également, et énormément d'intermittents sans qui il ne serait absolument pas possible de faire ce qu'on fait. On a à peu près une saison qui représente 250 levées de rideaux, donc 250 événements, pas seulement de spectacles, qui correspondent à peu près à 230 000 tickets visiteurs par an hors visite. Et au sein de cet opéra, donc moi je représente la direction de production dont j'assure l'intérim de la direction actuellement, mais mon vrai métier donc c'est administrateur de production. La production c'est quoi? C'est une vaste question. Il y a d'abord le programmateur, donc celui qui décide qui fait quoi et quand, avec quel artiste on va travailler, sur quel spectacle, à quel moment. Et le producteur va répondre à la question du comment, si on veut schématiser ça de manière très très simple. Comment l'artiste va réussir à faire son spectacle, dans quelles conditions pour lui et pour la maison, puisque moi mon rôle ça va être de donner toutes les possibilités dont nous avons à disposition pour que l'artiste puisse réaliser ce spectacle, dans la limite, bien sûr, de nos capacités, des capacités de nos équipes, de nos salles et de ce que peut voir le public. Donc, on est un peu au carrefour des problématiques artistiques, institutionnelles et de médiation. Je dis bien souvent que mon rôle, en fait, consiste, au bout d'un moment, malheureusement, entre guillemets, à dire non ou à dire on va faire autrement. Puisque je suis une de mes fonctions, c'est d'établir les budgets de production, et il y a bien un moment où il faut arrêter. Je travaille sur plusieurs parties du répertoire que propose l'Opéra de Bordeaux. La majeure partie de mon travail, c'est le lyrique, donc les opéras, la scène, avec des professionnels comme Philippe. Je disais tout à l'heure, quand on crée un opéra, on part d'un titre. Je vais parler de Bohème qu'on va donner en avril. On contacte un ou une metteur en scène qui va nous proposer une équipe, un scénographe, un costumier, un créateur lumière, de la vidéo, mais pas systématiquement chez nous. On va donner ensemble un cadre budgétaire à ce projet. Donc on va lui dire vous avez 100, 150, 200 000 euros à disposition pour créer la mise en scène, pour créer la scénographie, pour les lumières. Après on va établir un planning de production, puisque autre point indispensable à la production, outre le financier, c'est le temps. Créer un opéra, ça se fait 1 an et demi, 2 ans à l'avance, peut-être même plus tôt pour des grosses maisons de niveau international comme Paris, Londres, Berlin ou j'en passe. Une fois qu'on a fait ce travail de conception, avec main dans la main avec la technique, puisque nous dans la production on travaille au quotidien avec la directrice technique, la régisseuse générale, tous ces services-là. La technique à l'Opéra de Bordeaux, c'est 13 services. Il y a les machinistes, il y a la lumière, il y a le son, il y a les costumes, il y a l'habillage, il y a les ateliers. C'est très vaste. Bordeaux est un des quelques opéras en France qui réunit toutes les compétences métiers nécessaires à la scène. Donc de l'administration jusqu'aux ateliers et aux créateurs costumes.
Donc ça, c'est pour la grosse partie de l'opéra. Et à côté de ça, on intervient également sur l'ensemble de la mise en œuvre de la saison qui fait appel à des artistes invités. Nous, à l'Opéra de Bordeaux, on fait, donc, grâce à l'auditorium, énormément de récitals, de concerts de musique du monde, jazz, même de la musique amplifiée. On fait de la danse avec des compagnies invitées, on fait des ensembles invités de tout le répertoire artistique, de la musique baroque jusqu'à la musique contemporaine. Donc là, on travaille dans une temporalité qui est extrêmement différente de l'opéra. Je vous disais, là, l'opéra, on peut commencer 2 ou 3 ans avant. La musique, on va appeler ça comme ça, on peut travailler 1 an à l'avance pour acheter un spectacle. On peut aussi travailler... alors moi, je vais mettre une limite 1 an à l'avance parce que j'ai des obligations des échéances de brochures, mais nos interlocuteurs dans la musique amplifiée peuvent travailler à des échéances de 6 mois pour la construction de leur tournée. Et là, c'est un peu plus rock'n'roll pour nous de faire rentrer ça dans nos délais. Donc voilà, on a beaucoup de conditions de travail qui diffèrent. Il est pas plus simple, mais moins chronophage de mettre en œuvre des spectacles de musique que des spectacles qui se font sur scène. Voilà, donc notre directeur programme. Nous participons au processus de programmation en proposant des artistes en fonction de son projet artistique qu'il a présenté à la mairie, qui est notre tutelle principale, lorsqu'il a été choisi à ce poste-là. Et après, on met en œuvre ces spectacles. Donc, la conception, le budget, le planning, l'accueil des artistes et l'accompagnement sur scène. Et après, il y a toute la partie de post-production qui consiste à vérifier que les paiements ont été faits, payer les artistes, régler certaines situations particulières liées à la finance, puisque nous on travaille avec énormément d'artistes internationaux qui n'ont pas les mêmes conditions de travail que nous. Donc il y a des petits ponts à observer comme ça. On a donc des conditions de travail particulières, puisque bien sûr vous n'allez pas au spectacle pendant vos heures de cours ou pendant votre travail. Donc nous travaillons beaucoup le soir, beaucoup les week-ends, beaucoup les jours fériés. On a des emplois du temps qui sont aménageables. Nous travaillons en semaine, nous récupérons des fois le matin où nous avons des journées off. Nous travaillons en fonction de la programmation. Ce n'est pas nous qui décidons de notre temps de travail, c'est la programmation qui détermine notre organisation de travail. Ça, c'est une des contraintes principales de notre métier, qui est bien sûr accepté, puisqu'on ne peut pas penser faire ça sans avoir ces contraintes en tête. Vous évoquiez tout à l'heure l'idée de métier de passion. Je considère effectivement qu'à notre niveau, il n'est pas envisageable de faire ce métier-là sans que ça soit une passion. Ça demande trop d'implication dans le temps et dans l'organisation de notre vie pour ne pas avoir ça en nous. Voilà ce que je peux dire de manière très succincte. Merci. On va poursuivre notre tour de table avec Hugo. Bonjour, Monsieur Lebrun, pardon. Donc, pouvez-vous nous présenter le TNBA, le Théâtre Bordeaux-Aquitaine, et nous dire quelles sont vos missions en tant que chargé de communication? Merci. Bonjour à toutes et tous. Donc, je travaille au TNBA, donc le Théâtre National de Bordeaux en Aquitaine, qui est un centre dramatique national. Les centres dramatiques nationaux, c'est un label en fait qui est donné par le ministère de la Culture, comme vous avez peut-être entendu parler de scène nationale ou scène conventionnée. Voilà, c'est différents labels qui sont donnés par le ministère de la Culture. Et le TNBA, donc, qui est Centre Dramatique National, comme 38 autres CDN en France, qui sont nés pendant ce qu'on appelle la décentralisation théâtrale, qui était une politique culturelle qui s'est développée au début des années 60 qui visait à produire des spectacles et les diffuser en région, à un moment où justement la création théâtrale était surtout à Paris. Donc voilà, la mission principale du TNBA, donc ça va être de créer des spectacles
et de les diffuser, et puis aussi de permettre au plus de public possible de venir voir des spectacles. Donc on a des services de relations avec les publics qui vont travailler avec des écoles, des associations, des maisons de quartier, etc., pour faire venir au théâtre des publics différents. La particularité des centres dramatiques nationaux, c'est qu'ils sont dirigés par des artistes. Donc à la tête du TNBA, c'est donc une metteuse en scène qui est arrivée en janvier dernier. Avant, on a eu une autre directrice, une autre metteuse en scène qui était là pendant 10 ans. Et donc, elle va avoir, tous les ans, en fait, elle va créer des spectacles et puis elle va s'entourer d'artistes, ce qu'on appelle les artistes associés, qui vont aussi créer des spectacles qu'on va accompagner dans la production, et puis avec nos équipes. Voilà, donc on va retrouver un petit peu les mêmes métiers qu'il y a à l'Opéra, donc c'est une moins grosse machine, on est 35 salariés permanents, après il y a tous les intermittents aussi qui travaillent régulièrement, donc ça fait quand même beaucoup de monde au théâtre. Et donc moi, ma mission, donc je travaille au service communication, on est 2, et notre mission, ça va être principale de participer au rayonnement du TNBA sur le territoire, et puis aussi de parler des spectacles qu'on va créer chez nous, et aussi des spectacles qu'on va accueillir chez nous. C'est-à-dire que notre directrice, elle, au début, pour la saison, en fait, elle choisit des spectacles qu'elle a vus dans des festivals, des choses comme ça, des spectacles qui lui plaisent, elle va les programmer, et à côté de ça, on va avoir aussi quelques spectacles qui sont créés chez nous, qui sont produits, donc dans lesquels le TNBA a donné de l'argent, en gros. Voilà, et donc nous, on va se servir de tous les outils qu'on a en notre possession pour communiquer sur ces spectacles. Donc je vais un petit peu vous lister après tout ce qu'on peut faire dans un service communication. C'est assez large, c'est des métiers assez polyvalents, mais ce qui va nous intéresser, nous, avant tout, au service communication, c'est de se demander comment on peut transmettre un message. C'est pareil que Philippe tout à l'heure disait, voilà, au début on me donne un texte et puis il va falloir décortiquer. Et la communication va faire un petit peu la même chose dans une autre mesure, mais des spectacles qui vont être créés un an avant, pareil, on commence à avoir un texte et en fait on imagine aussi comment on peut raconter cette histoire au public pour le faire venir. Il y a des textes qui ne sont pas forcément accessibles directement. Donc on va essayer de trouver des ponts, même avec la culture populaire, des choses qui nous touchent tous. Voilà, le but c'est de trouver un petit peu qu'est-ce qui va permettre de toucher un petit peu votre histoire intime, voilà, sur un spectacle qui parle de choses générales, collectives. Voilà, pour vous donner peut-être un exemple des actions de communication qu'on a fait récemment. C'était il y a un an, je crois, mon ancienne directrice a monté un spectacle qui s'appelait Pour que les vents se lèvent, qui était une adaptation, une réécriture d'une pièce d'Eschyle qui s'appelle L'Orestie, qui date d'il y a 2500 ans, je crois. Donc voilà, ça peut faire peur aussi à des publics. Moi, j'avais jamais lu ce texte, voilà, je découvrais aussi. Et on s'est demandé comment on pouvait toucher un peu les jeunes, etc. Et donc en fait l'histoire de l'Orestie, c'est vraiment une grande saga familiale où tout le monde s'entretue, c'est des histoires de pouvoir, voilà, c'est la famille les Atrides, peut-être vous avez déjà entendu parler. Nous tout de suite en fait ça nous a fait penser à Game of Thrones, c'était un petit peu un peu l'image que ça renvoyait aujourd'hui de ces grandes sagas. Et en fait on s'est dit on va faire des cartes de personnages où on listait un petit peu leurs points forts, leurs points faibles, voilà, donc on avait 12 personnages de la pièce et en fait on a caché ces petites cartes dans la ville, dans des lieux qui étaient en lien un petit peu avec les personnages. Par exemple, je vais vous donner un exemple, il y avait comme personnage Agamemnon, c'est le roi et on avait mis il a sacrifié sa fille et puis il est mort assassiné dans son bain. Et donc cette carte, on l'avait cachée à la piscine judaïque, par exemple. Et en fait, on a posté toutes ces cartes sur Instagram avec des énigmes, et en fait, on a invité le public à aller dans la ville, justement, trouver ces cartes, et puis ils pouvaient gagner des places pour le spectacle. L'idée, c'était de mettre un pied un peu dans la pièce, et puis aussi de sortir un petit peu le spectacle de la boîte noire du théâtre, un petit peu désacraliser tout ça, et de faire vivre cette pièce en dehors du théâtre.
Donc ça, c'est une action de communication qui, pour vous dire, en fait, on a beaucoup de choses qui coûtent aussi de l'argent. Ça, c'est des choses qu'on imagine, qui coûtent pas forcément d'argent, et puis pour le coup, qui vont permettre, voilà, de parler du spectacle un petit peu autrement. Et on a vu que voilà, ça a bien marché, qu'il y avait différentes, des familles, des jeunes qui étaient là à minuit en train de chercher des cartes dans la ville. Et le but, c'était qu'ils fassent une photo devant le lieu avec la carte, etc. Donc voilà, il y avait tout un relais. Et quelques mois après, j'ai un collègue artiste du TNBA qui a été dans un covoiturage et qui est tombé sur des filles qui avaient participé à ce jeu-là et qui nous ont dit que c'était la première fois elles ont joué et c'était la première fois qu'elles allaient à un spectacle au TNBA et que depuis elles reviennent régulièrement voir des pièces. Donc voilà, c'est des actions de com au final qui permettent de toucher des publics différents. Voilà. À côté de ça, on va avoir des choses qu'on est un petit peu obligé de faire. Tous les ans, on a la brochure de saison. Donc c'est un gros travail pour le service communication. Nous, on va être beaucoup dans la coordination. On va travailler avec un graphiste. Donc c'était là mon ancienne directrice qui avait choisi un graphiste qui travaille sur vraiment l'identité du lieu et puis l'identité de son projet artistique. Donc on était sur des choses, je pourrais vous montrer si vous voulez tout après de quelque chose de très fleuri, voilà, des choses comme ça. Et pour vous dire, là, on a changé de directrice en janvier, donc toute l'identité du TNBA, elle va changer. Pour un service communication, c'est génial parce que y a tout à changer, que ce soit à l'intérieur du lieu. Là, on parlait de scénographie tout à l'heure. Nous, on va faire appel aussi à un scénographe pour un petit peu repenser les lieux. Voilà, donc c'est des choses comme ça aussi. Donc on fait cette brochure de saison, on récupère un petit peu toutes les informations auprès de nos collègues, que ce soit en production, qui vont nous dire un peu les tournées des spectacles, service des relations avec les publics, qui vont nous parler un petit peu des actions qu'il y aura dans la saison, et puis auprès de toutes les compagnies pour qu'ils nous envoient les informations sur leur spectacle, des photos, etc. Et puis nous on coordonne tout ça pour sortir la brochure. Donc ça va être les éléments, ce qu'on appelle print. Donc il y a de la brochure, il y a des trimestriels dans l'année pour voilà, c'est trois petits documents qui informent sur les événements un petit peu annexes au spectacle. On va avoir des affiches. Alors on essaie de moins faire on est dans une démarche plus écologique, donc on essaie de moins faire de flyers, de choses comme ça. Mais il en reste quand même, voilà. Et puis il va y avoir beaucoup aussi, ce qu'on dit avec ma collègue, c'est qu'on est souvent un service qui est au service des autres services, c'est-à-dire que tout passe un petit peu par le service communication. Il y a mes collègues de relations avec les publics qui vont faire un dossier pédagogique, par exemple, pour accompagner des publics, enfin des écoles sur un spectacle. Ça va passer par nous, on va faire un dossier, on va charter les dossiers de production pareil. Voilà, tout passe un petit peu par le service communication. On va faire des programmes de soirée aussi, donc là c'est intéressant pour nous. Moi, ce que j'aime bien dans ce métier-là, c'est aussi qu'on va, en fait, chaque semaine il y a un nouveau spectacle avec des thématiques complètement différentes, et puis on faut se demander comment on communique sur ce spectacle, sur des sujets qu'on ne connaît pas forcément, et puis on doit faire un programme de salle où on met des choses qui vont un petit peu au-delà du spectacle, de ce que va proposer le spectacle, une interview, voilà, sur la thématique, etc. Donc ça nous permet vraiment, nous, de nous plonger dans un univers qui sont pas forcément les nôtres. Il va y avoir toute une partie sur le web, toute l'administration du site web, des emailing aussi. On fait beaucoup d'emailing, voilà, qu'on envoie des emailing ciblés. Par exemple, on peut se dire, on a un spectacle de danse dans 2 semaines, et les gens qui sont venus au spectacle il y a 3 mois, par exemple, d'un autre spectacle de danse, ils peuvent être intéressés par ce spectacle-là. On peut faire des emailing ciblés, des newsletters, etc. Bien sûr, il y a les réseaux sociaux, donc on est sur Instagram, LinkedIn, Twitter, on a un petit peu lâché. Et j'ai un stagiaire qui est au service communication depuis 2 mois, qui est en master communication. Et je lui ai laissé carte blanche sur Thread. Donc voilà, on va voir. On essaie de trouver un ton un peu plus amusant, voilà. On expérimente aussi des choses. Donc sur les réseaux sociaux, on va essayer de créer plein de contenus, on va faire de la vidéo, des choses auxquelles on s'est formé aussi, parce qu'avant on faisait avec des prestataires, des boîtes de prod, ça coûtait très cher, donc là on s'est un petit peu formé pour faire des interviews nous-mêmes, faire du motion design, des choses comme ça.
Il va y avoir aussi toutes les relations avec la presse, faire venir des journalistes avec des spectacles, donc créer des dossiers de presse. Et puis voilà, être un petit peu dans le lien avec ces journalistes pour leur donner envie de venir voir des spectacles. Voilà, il y a tout ce qui est partenariat. Voilà, on a des partenariats spécifiques. On va mettre en place des actions qui permettent aussi de communiquer sur nos structures. Par exemple, on a créé un partenariat avec 3 autres structures de la métropole qui partagent le même logiciel de billetterie. On l'a appelé l'infidèle. En fait, on invite les spectateurs à aller voir dans les autres salles et d'être infidèles au TNBA. C'est avec nos abonnés bénéficient d'un prix sur les événements des autres structures. Voilà, on fait des ponts comme ça. Voilà, et on travaille avec beaucoup de prestataires, que ce soit des graphistes, des vidéastes pour des réals pour faire des teasers de spectacles. Des diffuseurs, des imprimeurs, voilà, il y a toutes ces coordinations-là. Et puis on reçoit aussi beaucoup d'étudiants en stage, donc il y a cette partie-là qu'on accompagne nos stagiaires en tout cas dans leur formation. Voilà pour le moment, je pense. Merci beaucoup. Alors, avant que les professionnels dévoilent leur parcours, donc nous ouvrons un espace de questions-réponses, un quart d'heure. Donc avez-vous des questions? Vous pouvez rebondir sur les propos émis ou poser des questions qui vous animent. Qui souhaite commencer? Ah ben voilà, c'est là-bas. Vous êtes bercé? Ah non. Okay. Ah bon? Si. Ouais. Ah si, pour la vidéo. Je voulais savoir pour la scénographie, niveau budget, enfin vous êtes payé que au moment de la production ou il y a aussi des droits d'auteur lors de la diffusion des spectacles? C'est un arrangement, tout peut se faire. C'est vraiment au moment on signe un contrat avant de se mettre à travailler. En général, c'est avant. En réalité, c'est un peu n'importe quand, mais en fait, à un moment donné, il faut se mettre d'accord. Mais la plupart du temps, on est payé en cachet, puisque quand même, il faut assurer l'intermittence du spectacle. Donc ça, c'est la priorité. L'intermittence du spectacle fonctionne pour que le système se mette en route. Il faut faire un certain nombre d'heures. Donc d'abord, on assure ça. Voilà. Autrement, on peut avoir à l'opéra, ça nous est arrivé d'avoir des droits d'auteur. Il y a le système de droits d'auteur. Il y a aussi le système de ce qu'on s'appelle droit de suivi. C'est-à-dire sur chaque spectacle, c'est plutôt une compagnie tourne un spectacle. Au moment quand on a travaillé, il n'y avait pas beaucoup d'argent pour la production. Ça, c'est de plus en plus fréquent. Et donc, mais nous, on travaille beaucoup. Enfin, on travaille. Et donc on dit, sur chaque spectacle, vous mettez de côté telle somme, et quand il y en aura assez, on déclarera des heures travaillées. Ça, c'est légal. C'est fait dans les accords de branche. Ça se fait. Au départ, c'est d'abord fait dans le théâtre privé, puis on peut le faire. Ça va, j'ai répondu. Oui, c'est bon, merci. Et aussi, on peut être, en tant que scénographe, on a accès au système d'artiste-auteur. On peut être payé comme ça aussi. Pour la partie artistique, parce que scénographe, on est considéré comme à la fois artiste et il y a une pratique artistique et une pratique technique. Or, la maison des auteurs, le système, c'est assez récent, parce qu'avant, il y avait la maison des artistes, mais la maison des artistes ne voulait pas des scénographes, pour des raisons historiques qui m'échappent. Ils n'en voulaient pas comme artistes. Ils les considéraient comme des... Voilà, c'est... Bon. Je ne connais pas bien l'historique. En tout cas, maintenant, il y a ce système-là aussi. Mais pour la moitié du travail, pour la partie artistique. Ouais, je rebondis, c'est intéressant comme question, ça commence à devenir un peu plus technique, mais c'est vrai que nous, donc, cette équipe de maîtres d'œuvre, où on l'appelle aussi le générique, nous, quand on va les engager, on va négocier un cachet global qui va regrouper le cachet lié à la création et à l'exploitation du spectacle, mais aussi les droits, puisque nous, l'intérêt de créer une production est également de pouvoir la reprendre
Donc lorsqu'on négocie des droits, on va les négocier notamment sur une durée bien définie dans le temps, qui va nous permettre de pouvoir reprendre l'œuvre avec le même scénographe, le même metteur en scène, ou des assistants s'ils ne sont pas disponibles, gratuitement, sans avoir à donner d'autres droits. On va reproposer un cachet pour la reprise du spectacle, mais on n'aura pas à repayer ses droits. Après, il y a tout un système via la SACEM, la SACD et d'autres organismes qui donnent des droits à ces créateurs en prenant un pourcentage de la billetterie de chaque représentation. Ça marche de manière différente en fonction des structures, puisqu'on n'a pas tous le même pourcentage. Il y a des structures qui vont payer un forfait au mois. Nous, à l'Opéra, comme on n'a pas toujours à payer des droits, puisque beaucoup d'œuvres sont libres de droits, on a un pourcentage précis sur chacune de nos billetteries. Donc les maîtres d'œuvre sont rémunérés de plusieurs manières différentes. Et sur la Maison des artistes, c'est très intéressant, puisque effectivement les scénographes n'étaient pas considérés par cet organisme avant. Et ça évolue, puisque maintenant, en plus des metteurs en scène, des scénographes, il y a également le créateur lumière et la personne en charge de la création des costumes, qui peuvent prétendre à avoir des droits de création. Et effectivement, toutes ces personnes sont considérées comme techniciens, à la différence de la metteur en scène, qui est considéré comme artiste. Oui, c'est un peu... Mais l'autre jour, une étudiante que j'avais eue en art plastique m'a appelé affolé, je veux faire une mise en scène, je veux être aussi scénographe. Quel statut j'ai? Et je lui ai expliqué un petit peu tout ça, et je lui ai dit, t'inquiète pas, on trouve toujours une solution. Après, il faut voir quelle est la meilleure, ce sont toujours des cas particuliers. Alors pour moi, c'est une énorme implication, puisque le taux de charge pour les artistes et les techniciens n'est pas du tout le même. T'es en M1 ERAS? Moi? Oui. Pas du tout. Ah non. Attention, recherche dans les arts de la scène. Oui. Oui, c'est grave. Mais si t'es en M1, on a des cours où tout est expliqué en détail. Okay. Sur les statuts, Oui, les différents statuts. Merci. Très bien. Une question? Une intervention? Ça peut être. Une question par ici. J'avais une question pour, en tant qu'administrateur du coup de production. Comment vous choisissez tel ou tel projet en fait qui va se faire à l'Opéra et selon du coup quelle pertinence, sachant que vous êtes quand même du coup vous avez la responsabilité d'une institution publique, donc j'imagine que c'est à prendre en compte aussi sur le choix des projets avec lesquels vous partez ou pas, ça se trouve. Donc oui, alors la responsabilité est portée par le directeur général et le président de l'Opéra, le président du conseil d'administration. Le choix des œuvres, on va rester surtout dans le champ lyrique, dans le champ de l'opéra. Là, c'est directement le directeur général qui va choisir ses œuvres. Il peut y avoir plusieurs cas de figure différents. Sur proposition d'un metteur en scène ou d'une metteuse en scène avec qui il veut travailler, cette personne peut dire ok, tu veux travailler avec moi, je n'ai jamais fait Don Giovanni de Mozart, je n'ai jamais fait le Barbier de Séville ou la Valkyrie, donc donne-moi la possibilité de faire cette œuvre et on travaillera ensemble. Ça peut être ça, ça peut aussi être donc le directeur qui contacte les maîtres d'œuvre pour dire je veux mettre en scène cette œuvre, êtes-vous disponible? Il y a un dernier cas de figure, c'est la location de production, ça arrive beaucoup aussi. Si on ne crée pas nous-mêmes un spectacle, on va voir les autres opéras, voir le catalogue d'œuvres qu'ils ont et on va choisir en fonction de ça. Pour le choix artistique, c'est ce que j'évoquais tout à l'heure, ça fait suite au projet artistique du directeur. En fonction des événements, des anniversaires, de l'actualité. Comme je disais, nous c'est un peu plus compliqué puisqu'on travaille très longtemps en amont. Construire des décors d'opéra ou des costumes en fonction du nombre de personnes qu'il y a sur scène, ça prend au moins 1 an. Et il faut que ça soit livrable au moins 2 mois avant le début de la production pour être tranquille. Voilà, donc ça nous on doit plus anticiper, mais oui, il est vrai que ce soit la création ou de la reprise, l'actualité nationale et internationale peut nous guider effectivement. Et si je peux donner
des exemples. Parce qu'il y a par exemple, on avait créé avec Laurent Lafargue, c'est La Bohème, que finalement ensuite l'Opéra de Bordeaux a vendu à Rouen. Donc on est parti à Rouen le remonter là-bas. Donc c'est assez marrant d'être dedans. On est vendu avec décor. Mais c'est bien. Et ou des productions, oui, pardon. Loué, pas vendu. Ah, oui. Non, ils ont tout gardé. Tout est resté là-bas. Non, le décor a été vendu. C'est possible. Oui, le décor, on peut le vendre, on peut les réformer. Donc ça veut dire qu'on peut les détruire, on peut les recycler. On fait beaucoup ça à Bordeaux maintenant, puisqu'on a une politique sur certaines productions de zéro achat. C'est la production ils sont devenus propriétaires de la production. Oui, ça peut arriver aussi. Ouais. C'est plus rare quand même. Alors des fois, on a créé entre Bordeaux et Nuremberg. Donc c'était et puis là, un Don Giovanni qui a vécu 10 ans, qui a été repris, qui a fini sa vie à Canton, en Chine. Donc là, il a fallu aller à Canton pour le remonter là-bas. C'était rock'n'roll aussi. D'où la question de la négociation des droits des maîtres d'œuvre qui nous permet de faire ces choses-là, en fait. Ouais. Merci. Vous avez d'autres questions? Non, pas ce soir, Julien. On va passer au second tour de table alors. Hein? Oui. Ok. Donc... voilà, ce qui nous intéresse dans ce second tour de table, c'est que vous puissiez raconter un petit peu aux étudiants quels ont été vos parcours. Alors bien sûr, quand on dit parcours, c'est les études, mais également éventuellement les métiers que vous avez exercés avant, s'il y en a eu d'autres, hein, et surtout nous faire comprendre comment, à partir d'études parfois qui n'ont rien à voir avec le spectacle vivant, pour certains, ça peut être le cas. Qu'est-ce qui a été le déclencheur pour en arriver là où vous êtes maintenant? Donc, on va commencer avec vous, Monsieur Casaban. Donc, au départ, vous avez des études en architecture. Oui. Voilà. Comment faites la suite? La suite de l'architecture au. Voilà. Vous avez commencé par des études d'architecte et vous avez été architecte aussi. En fait, c'est la rencontre deux passions, deux très fortes attirances, une pour l'architecture et l'autre pour le théâtre. Donc j'ai fait des études d'architecture. C'était mieux vu que de faire des études en fait, c'est même pas ça. C'est que je savais même pas. Moi, je viens des Pyrénées. Je peux vous dire que dans ma vie, j'avais vu une pièce de théâtre à l'école primaire et au théâtre ce soir à la télé. C'est-à-dire c'était il y a longtemps, et à l'époque, c'était des territoires où il n'y avait pas grand-chose. Mais même à Bordeaux, il n'y avait pas grand-chose non plus. Donc, je pouvais être architecte, faire mon diplôme de fin d'études, et en fait, je sentais que j'avais pas trop envie d'aller travailler dans de devenir architecte pour de vrai. Alors, je travaillais dans des agences pour vivre, je passais pas mon diplôme, et en fait, j'ai rencontré Eric qui lui faisait du théâtre, et c'est avec lui que j'ai commencé à faire du théâtre. Là, j'y allais pour être comédien, pour jouer dans une compagnie amateur, de gens qui se rencontrent comme quand on a 22, 23, 26 ans, on peut faire. On y met tout, et un peu naturellement, j'ai commencé à faire ce qu'il y avait sur scène, quoi. Ce qu'il fallait faire sur scène, j'étais plus à l'aise qu'en jouant. Et puis ça a duré, j'ai aussi chanté, je travaillais dans des agences d'architecture, sérieusement quand même, pendant la journée. Puis quand j'en avais marre, j'arrêtais. Puis je recommençais, etc. Et un jour, on s'est dit qu'il fallait quand même, avec Eric Charbeau, qu'on finisse nos études. Donc on a décidé de passer notre diplôme. Et notre diplôme, on l'a passé sur un théâtre. La construction d'un théâtre qu'on appelait le théâtre de région, constitué en face du grand théâtre, en symétrique, en bordure de Garonne, enfin bon, ouais, qu'on appelait le théâtre des régions. Voilà. À l'époque, les régions européennes étaient à la mode. Et puis en fait, en travaillant, et ça c'était intéressant, en faisant qu'on prépare comme ça un mémoire, une étude, enfin on fait une étude comme ça, en fait on peut aller voir tout le monde. Mais ça, je vous conseille de le faire, d'en profiter pour... vous pouvez ouvrir toutes les portes, sonner à toutes les sonnettes, prendre tous les rendez-vous. Les gens sont assez... pourvu que ça, quand même, vos idées soient claires et
Voilà. Et donc comme ça, on a rencontré plein de gens à Bordeaux. C'était l'occasion de connaître, de voir ce qui existait à Bordeaux en théâtre, quoi. Et surtout, on a rencontré le directeur de l'OARA, le premier directeur de l'OARA. L'OARA venait d'être créé. L'OARA, c'est l'office artistique de la région Aquitaine. Voilà. Donc c'était quelque chose qui se mettait en place, qui depuis s'est développé, etc. Et il nous a dit, il nous a dit, mais vous savez, scénographe, c'est un métier, on peut en vivre. Et nous étions là, ah bon, pour dire d'où on venait, quoi, quand même. Et voilà, et tout d'un coup, on a découvert que ce métier-là existait et qui faisait la jonction entre notre goût, passion de l'architecture et passion du théâtre. Et donc voilà. Et puis on a passé notre diplôme, et puis à l'époque il y a eu une grosse crise chez les architectes, etc. Et on a dit, mais enfin voilà, et puis on a dit, en fait, on va. Enfin, moi, faut dire, le premier jour où j'ai travaillé dans une agence d'architecture, le soir, je pleurais, quoi. Donc, pas trop. Voilà, maintenant, j'y pense, je fais pas du cinéma. Et voilà, donc, en fait, c'est vrai que, du coup, et donc, on a décidé que, on serait scénographe. Voilà. Et comme je le disais, en fait, il faut se jeter à l'eau. Puis voilà, on est scénographe. Faut dire qu'en étant fait des études d'architecture, on a les outils de dessin. On a une grosse culture spatiale, on a fait de la sociologie, on a fait... enfin voilà, c'est tous les... On sait des choses, quoi. Je crois pour être scénographe, finalement, n'importe qui peut l'être, faut être curieux, faut embrasser plein de choses, et puis en plus on va apprendre... c'est des métiers où on apprend toute sa vie, ça c'est... Qu'on soit comédien, qu'on soit technicien, ça c'est vraiment formidable. Donc voilà, voilà. Et puis vous êtes parti à Bruxelles ? Alors après, j'ai appris qu'à Bruxelles il y avait des formations, comment on appelle ça, des workshops, voilà. Et donc j'ai vu qu'il y en avait un avec Svoboda. Svoboda, c'est un peu un des dieux de la scénographie, c'est un Pragois. Il y a des projecteurs qui portent son nom d'ailleurs, maintenant il est mort, et il était très vieux, il avait 87 ans, et c'était le moment jamais de le rencontrer. Et donc voilà, on a passé 15 jours avec lui à travailler sur des projets, etc. Ensuite je suis retourné, j'ai eu l'occasion de rencontrer Guy-Claude François, qui était le metteur en scène, parce qu'il est décédé, d'Ariane Mouchkine. Donc là c'est encore une autre énorme porte qui s'ouvre, voilà, c'est des gens qu'on rencontre et qui vous apprennent des choses. Voilà. Voilà, puis on a commencé à travailler. Je remercie le premier metteur en scène qui nous a fait confiance pour être pour qu'on soit ses metteurs en scène, parce que vous n'avez rien fait et il vous fait confiance. Ça, c'est quand même le premier. Voilà, il fait ça, il dit. Voilà, on ne l'oublie pas. Et ensuite, je vais faire rapidement, et ensuite on a eu la chance, il faut aussi de la chance. Faut du temps, de la disponibilité. C'est quand même des métiers passion. En fait, maintenant, l'autre jour, j'ai un article sur les paysans. Il y a écrit, en étant paysan, j'ai choisi un mode de vie. Et là, je lui dis, mais en fait, toi aussi, en fait, on choisit un mode de vie. C'est des modes de vie qu'on choisit. Alors c'est exigeant. Alors on peut laisser c'est un coût aussi. On a eu la chance d'être, on peut dire, de naître au théâtre en même temps que deux metteurs en scène, Laurent Lafargue et Renaud Cogeot, qui en même temps vont décoller, grimper, en fait ils vous embarquent avec vous. Voilà. Et en fait on a grandi ensemble et on a eu plein d'aventures. C'est comme ça qu'un jour, voilà, avec Laurent, voilà, on a été au théâtre de la ville, on a fait l'Opéra du Rhin. On a été à Nuremberg, on a été en Chine, voilà. Puis du coup, après, on a rencontré d'autres gens. On a pu aller comme ça, voilà, pour l'opéra, voilà. Puis on prend de la bouteille. Mais ça, on a gardé un truc, c'est-à-dire qu'on fait aussi des choses toutes petites et des choses grosses, voilà. Parce qu'à l'opéra, c'est pas forcément le moment où on peut faire et refaire, quoi. Alors voilà, on y va avec ces outils. C'est pas un lieu d'expérimentation vraiment. Oui, après on comprend, on expérimente d'autres choses. Mais voilà. Mais c'est. Et puis il faut un peu des épaules quand même.
commence à être fait, être plus solide. Merci. Vous avez autre chose à ajouter? Voilà. Non? À rajouter? Je sais pas, j'ai l'impression. Des choses que c'est un milieu qui bouge tout le temps, qui est très, très, je ne vais pas dire instable, toujours en mouvement, issu de la société. Aujourd'hui, le théâtre et l'opéra sont dans un point où ils n'étaient pas il y a 5 ans. Il y a eu pour des tas de raisons, c'est économique, artistique, politique. Là, voilà, c'est des choses très près de ces trucs. Voilà. Je voulais dire autre chose que j'ai oublié. Oui, c'est un métier. Donc voilà, oui. Bah, j'ai pas eu d'enfant. Ça a pris toute ma vie, mais bon. Alors par rapport aux horaires de travail. Bon, on n'a pas trop d'horaire, quoi. Mais je ne sais pas si c'est bien. Je ne sais pas si c'est une bonne idée. On est là tous les jours. En tout cas, c'est comme ça. Ouais. Mais ce qu'il y a, c'est qu'il faut apprendre. Nous, on n'a pas d'institution qui nous cadre. En plus, il faut apprendre le matin à se lever, à travailler, ses méthodes de travail. Ça se construit. Voilà. Après, les gens qui sont restés intermittents, qui sont restés dans le truc, il faut avoir une capacité de résistance. Alors c'est bien de s'entourer, hein. Il y a des collectifs et ça c'est bien. Il faut s'appuyer sur les autres. Voilà. Merci. Merci. Vous avez beaucoup utilisé le mot rencontre. Hein, dans le parcours, qu'est-ce qui a fait le parcours? Il y a le mot rencontre et on m'a fait confiance. Une personne particulièrement que vous avez saluée là, mais voilà, c'est juste des mots qui peuvent résonner. Merci. Vous, Monsieur Herman, vous êtes un ancien étudiant de l'université. Nous aimerions connaître votre parcours et aussi ce qui a fait que vous avez pu intégrer ce milieu, que vous avez une place, voilà, qui est permanente. Et aussi, des atouts développés en formation, vous mobilisez encore aujourd'hui. S'il y a des choses à ce propos. Alors, pour commencer, déjà, je pense que moi aussi, je vais utiliser beaucoup le mot rencontre, opportunité, parce que c'est ainsi que les grandes étapes d'une vie professionnelle, voire universitaire, se font. Moi, j'ai une formation assez classique. J'ai d'abord effectivement fait une licence de droit juste en face. Je me suis vite rendu compte que du droit, du juridique pur et dur, je m'épanouirais pas là-dedans. Donc je suis revenu à mes premiers amours, l'histoire. J'ai pris le temps de faire une licence d'histoire sans avoir de vrais plans en tête. Une des choses dans mon parcours universitaire qui a déterminé ce que je fais actuellement, c'est une option en L3 qui était l'organisation de projets événementiels. J'ai eu la chance d'avoir une professeure qui était absolument incroyable. Donc je me suis dit pourquoi pas. J'ai regardé quel master proposait ce genre de formation et c'est vrai qu'à côté, moi j'ai une histoire familiale qui fait que j'ai toujours baigné dans le monde de l'opéra. J'avais des parents artistes, donc depuis tout petit je suis dans les coulisses, je suis dans les salles. Pour vivre en étant étudiant, pour payer mes études, je faisais partie de l'équipe d'accueil de l'Opéra de Bordeaux, qui est un job étudiant que je vous recommande vivement puisque ça permet de voir énormément de spectacles. Ce sont des horaires qui sont adaptés, adaptables. C'est très très intéressant. Et donc après cette licence, j'ai fait le master IPCI qui est proposé par cette université et dont certains cours sont disposés par Sciences Po aussi. Donc c'est de l'ingénierie de projets culturels. C'est de la gestion de projets au niveau européen qui forme de manière très générale sur l'attribution, les demandes de subventions, le fonctionnement de la culture au niveau régional, national, international. Ce qui est le plus déterminant, ce sont les stages. Je ne vais pas vous mentir, la formation c'est une chose, les stages c'en est une autre. D'abord parce que ça va vous permettre de vous faire une idée sur ce que vous voulez faire, ou surtout ce que vous ne voulez pas faire, puisque un stage qui ne se passe pas bien, que vous pouvez considérer comme étant un échec, va, avec le recul, énormément vous apporter. Mon stage de M1, je l'ai fait chez un agent qui travaillait principalement avec des pianistes, des chanteurs, des chefs d'orchestre.
Et mon stage de fin d'études, j'ai eu de la chance de le faire dans la compagnie de Thierry Malandin. C'est une compagnie de danse néoclassique qui est basée à Biarritz. Là, ça a été une aventure incroyable. Et à la fin de mon stage, il y a un des danseurs de la compagnie qui m'a demandé de l'aider à monter son propre ensemble. J'ai évolué avec lui pendant une toute petite année et c'est une personne de l'Opéra de Bordeaux qui m'avait aidé à avoir des stages. Donc, les rencontres, les opportunités, qui avait besoin d'un assistant et qui m'a proposé de le rejoindre. Je me dis souvent que j'ai beaucoup de chance dans mon parcours. La chance, ça se provoque. Je fais encore référence au stage. N'hésitez pas à avoir de l'ambition et à taper dans les grandes maisons, les grandes institutions. N'ayez pas de problème. Ne vous dites pas je ne suis pas pertinent, je n'ai pas la bonne formation pour prétendre à tel ou tel poste. Il faut essayer, il faut foncer, il faut demander, et c'est en essuyant des échecs, des refus, ou au bout d'un moment, l'acceptation de votre candidature, ça va vous faire rencontrer des personnes, et c'est ce qui est le plus déterminant. Voilà, le stage, pour moi, c'est quelque chose de très 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 précieux. Je vous conseillerais même, si la réalité vous le permet, de ne pas vous limiter à un stage d'opération de 5-6 semaines. C'est vrai que pour les structures, ce qui est intéressant, c'est de travailler avec des étudiants dans le temps. C'est intéressant au bout, mettons, de 3 mois, 4 mois, 6 mois, c'est très bien. Parce que le mauvais réflexe des professionnels, ça va souvent, je l'ai moi-même de temps en temps, hein, c'est de se dire, voilà, il y a une personne qui va être là pendant 6 semaines, 2 mois, je vais beaucoup m'investir pour lui apprendre ce qu'est le métier et ce que sont les contraintes de ce métier, et quand ça va marcher, la personne devra repartir. Et après, faut payer les stagiaires. Je les paye avec plaisir. Parce que nous, à l'Opéra, on n'arrivait pas à les faire... Alors on peut être heureux et se féliciter que les choses changent. Non, c'est arrivé une fois, on a réussi. Non, oui, c'est vrai qu'il y a plein d'enjeux, et Philippe évoquait tout à l'heure les conditions de travail, le temps de travail, ça c'est un problème pour les stagiaires aussi. C'est là une partie des enjeux de la production, c'est de faire cohabiter des gens qui dédient leur vie aux œuvres et aux spectacles, tout en permettant aux intermittents, aux salariés de respecter, de leur faire respecter les minima sociaux, puisque le travail de l'intermittence est extrêmement cadré, surtout en termes de temps de travail. Et c'est vrai que pour permettre un opéra d'exister, par exemple, Philippe peut être là le matin à 9h jusqu'à la fin de la répétition à 23h. Ça, c'est une réalité. Moi aussi, en tant qu'administrateur, je vais faire ça. Les intermittents techniques ne feront pas ça. Oui, tout ce qui est la technique, oui, ça fonctionne autrement. Ouais. Donc il y a l'établissement d'un planning, je vous en parlais tout à l'heure, qui est absolument primordial en fonction de toutes ces contraintes. Et c'est des choses qu'on découvre justement en stage. Voilà pour moi. Merci. On va terminer par vous, Hugo. Pardon, je reviens toujours Monsieur Lebrun. Je n'y parviens plus. Donc, vous, au contraire, enfin, au départ, c'était plutôt des études de langue, hein, et avec quand même aussi une attirance vers le journalisme. Voilà. Oui, tout à fait. Alors moi, je sais qu'après mon bac ES, j'avais fait une demande pour faire un IUT Infocom. J'ai pas été pris, je crois que j'avais été pris dans un deuxième choix, technique de commercialisation, un truc qui me correspondait pas du tout. J'y suis allé une semaine et j'ai arrêté. Et je suis parti en licence d'italien. Voilà, je me disais, j'étais attiré par le journalisme, je me disais que je ferais peut-être une licence et je passerais des concours. J'avais pas vraiment de plan de carrière, je savais pas trop exactement ce que je voulais faire. À côté de ça, j'avais une grosse passion pour la danse, j'avais un groupe de danse et voilà, ça prenait beaucoup de place aussi dans ma vie. Donc j'ai quand même fait cette licence d'italien, j'ai pu faire une année en Erasmus d'ailleurs, que je vous invite à faire si vous avez la possibilité, c'est vraiment génial. Donc j'ai fini cette licence, j'ai pas passé de concours d'école de journalisme, je savais pas trop ce que je voulais faire. J'ai commencé à bosser, à faire plein de petits boulots un peu alimentaires, et puis j'ai trouvé un job dans un service clientèle pour une boîte d'ameublement en France, où je pouvais parler italien, donc bon, ça correspondait un petit peu, mais pareil, c'était vraiment
très loin de ce que j'avais imaginé faire dans ma vie. Donc je suis resté 1 an dans cette entreprise, et puis j'ai démissionné, et puis je me suis dit, bon, je vais essayer de me bouger un petit peu, et j'avais 27 ans à ce moment-là. Du coup, alors pendant mes études, en fait, l'été, je travaillais pour une association où j'étais gardien de nuit dans un centre d'hébergement pour personnes sans abri. Et c'était une petite association au début, et j'ai commencé à leur faire un peu de com. J'avais créé un petit blog, j'écrivais des articles, c'était au début de Facebook, voilà, j'avais lancé quelques trucs. J'ai continué avec eux un petit peu bénévolement parce que ça me parlait, que j'aimais ça. Et donc après ma démission de l'entreprise de service clientèle, au service clientèle, j'ai réussi à trouver en fait, avec ma licence italien, c'était un peu compliqué d'avoir des équivalences pour repartir dans de la com ou des choses comme ça. Et j'ai trouvé à Aix-en-Provence, à l'université, une L3 par correspondance qui mêlait italien et études des médias. Et en fait, j'ai réussi à avoir une convention de stage pour justement faire un stage en communication. Et je l'ai fait, ce stage dans l'association pour laquelle j'étais bénévole, pour un projet bien précis. Ça demandait une campagne de financement participatif qu'on a mis en place, qui a super bien marché, un gros projet, c'était vraiment génial. Et du coup, cette association a réussi à débloquer un peu des financements pour me proposer un poste. Donc je suis resté après 2 ans dans l'association. Donc j'avais pas du tout fait vraiment d'études de communication, donc j'ai vraiment appris sur le tas. Ce qui est bien aussi donc là c'était vraiment une association de lutte contre le mal logement, donc il ne s'agissait pas forcément de faire des actions de communication où on dépense plein d'argent alors qu'on est en train de défendre les intérêts des personnes qui n'ont rien, justement. Donc ça m'a permis un peu de développer aussi un peu de créativité en communication, d'avoir des projets, de se dire en fait il suffit de parler aux bonnes personnes pour avoir des relais importants, et on a pu faire vraiment des choses incroyables qui ont eu un bon retentissement dans les médias, etc. Donc je suis resté 2 ans dans cette association. Je voulais partir, c'était à Paris, j'étais à Bordeaux avant, j'ai voulu revenir à Bordeaux, donc j'ai démissionné aussi, je suis reparti à Bordeaux, mais je me sentais plus à l'aise justement pour aller frapper à n'importe quelle porte et dire bon voilà, je sais faire un peu de communication, je suis là. Et donc je me rappelle, je sais pas pourquoi, mais en tout cas j'avais envie de faire du théâtre à ce moment-là. Mes collègues m'ont offert, quand je suis parti, un bon pour faire des ateliers théâtre. J'ai commencé le théâtre, et 1 semaine après j'ai vu qu'il y a un théâtre à Bordeaux, le Globe Théâtre, peut-être certains d'entre vous connaissent, chercher un attaché de presse. Donc c'était pas du tout un poste permanent, enfin voilà, un CDI ou quoi. Donc j'ai créé vite un statut de auto-entrepreneur. Et donc à ce moment-là, j'ai commencé, j'ai fait 2 ans, je crois, où j'étais auto-entrepreneur, j'avais des petites missions, je travaillais pour le Globe, j'avais d'autres petites missions à côté. À côté de ça, j'avais trouvé un petit travail de 15 heures par semaine au théâtre La Lucarne, au quartier Saint-Michel. Bon, c'était bien, je gérais un petit peu dans mon emploi du temps, mais ça provoque quand même un peu de stress, on sait pas, ils peuvent nous dire du jour au lendemain ça s'arrête, et puis ça s'arrête, et puis on n'a plus de travail. Donc c'était pas forcément quelque chose qui me convenait. J'avais un peu besoin de cadre et de stabilité, et donc je suis arrivé au TNBA en tant que chargé de communication. Donc maintenant ça fait 5 ans. Tout ça pour vous dire en tout cas que rien n'est... Enfin voilà, moi j'ai pas fait d'études de communication, faut oser, je pense, clairement. Moi pendant longtemps je me demandais ce que j'allais faire de ma vie, clairement, et qu'à 27 ans je me disais j'ai pas fait d'études vraiment qui vont me servir à quelque chose. Même la licence italienne c'est très bien, j'ai des connaissances, je sais parler italien, mais à part, il n'y a pas vraiment de job en fait. Et de se dire que tout est possible, n'hésitez pas à changer, et puis aller frapper, parler avec des gens qui font des métiers qui vous correspondraient. Osez. Merci. Nous ouvrons un autre temps de questions-réponses. Si vous avez des questions sur le parcours, sur ces conditions, cette facilité d'accès. Vous avez des questions? Oui. Madame Labarde, maître de conférence associée, spécialiste en communication interculturelle et spécialiste de la Chine. Je me permets. Bonsoir. Ah oui, je ne suis pas étudiante. Bon. Alors, je pose un peu des questions pour les autres étudiants. Donc, vous avez parlé justement
que vous travaillez avec l'étranger. Outre donc le déplacement à Canton sur donc la vente d'une production, est-ce qu'il y a d'autres occasions avec lesquelles enfin, les compagnies étrangères ou alors les institutions font appel à vous dans le cadre de partenariats avec l'étranger dans des échanges culturels ou artistiques? Alors, que ce soit pour des projets ou pour des engagements d'artistes, je pense pouvoir dire que 75% de mes interlocuteurs extérieurs sont des interlocuteurs internationaux. On parle toute la journée en anglais, en allemand, en italien. Donc le choix des langues est une très très bonne option. En général, quand on essaye de faire des projets à l'extérieur, des projets artistiques, que ce soit des tournées, là je pense notamment à notre ballet qui part effectivement en Chine en avril, on essaye d'aller au-delà de la proposition artistique. Partir pour faire un spectacle, c'est intéressant, mais c'est pas si complexe que ça, et c'est vrai que le rôle d'un opéra, comme d'un théâtre, d'une scène conventionnée, enfin toutes les structures de la République, hein, puisque la culture en France c'est une chose publique, notre activité rayonne et est inclus dans tout un univers. Donc c'est vrai que Bordeaux, par exemple, tout simplement, il y a le vin. Alors on va partir en Chine avec des vignobles qu'on va présenter là-bas, qui vont nous soutenir, qui nous soutiennent d'ailleurs toute l'année. L'échange culturel ne s'arrête pas à la vente de spectacles. Nos danseurs, nos maîtres de ballet vont évoluer avec les compagnies locales, leur donner des cours de danse, des ateliers de répétition sur une partie du répertoire très précise. Voilà, on essaye de ne plus faire seulement de l'administration et de la production de spectacles. On s'inscrit dans un système, on va dire. Une question par ici. Est-ce qu'il y a des artistes chinois ou des compagnies chinoises qui font appel à vous pour venir ici? Soit enfin, les trois. Vous êtes conservé, enfin, la question est pour les trois. Ouais, moi oui, ça marche. Une fois, nous arrivait un truc. C'était à un moment donné où la Chine avait vraiment mettait en place son histoire là, de route de la soie. On n'avait pas encore tout à fait réalisé combien c'était agressif. Enfin, il y avait un plan soft power, bon, voilà. Et ben, c'est Laurent Lafargue a été appelé par je ne sais pas comment ça s'était passé pour créer avec un chorégraphe. Donc pour créer là c'était à Shenzhen, voilà, pour créer un spectacle à Shenzhen. Voilà, c'était hyper bizarre, quoi. Et d'ailleurs, c'était voilà, à l'opéra de Shenzhen, entre des voitures, dans le hall, il y avait des voitures préparées, présentées. Enfin, c'était... voilà, ça s'est arrêté là. Nous, on avait travaillé en visio, on a tout fait en visio, et après, on a fait les dessins. Alors là, on n'y a pas été, on avait envoyé tout le projet. Après, quand on a vu les photos, on était catastrophés. Mais apparemment, tout le monde était content. Bon. Oui, alors nous, on part en Chine. Alors, on travaille régulièrement avec des artistes lyriques chinois ou des instrumentistes. Je pense que le meilleur ambassadeur, pour ne citer que lui, c'est le pianiste Lang Lang, qui est connu internationalement, qui vient là en mai à Bordeaux. Nous, oui, on essaye de programmer des compagnies chinoises. Je ne peux pas encore en parler là, puisque la saison n'est pas dévoilée. Je vous invite à venir voir. Merci. Vous avez une question par ici? Ça reste dans le domaine international, mais en fait, ma question, vous y avez un peu répondu, c'est est-ce que vous êtes amené à vous déplacer dans le cadre de vos métiers respectifs et où justement? Alors, de mon côté, nous, en tant que professionnels, on peut se déplacer pour voir découvrir des spectacles ou des artistes avec lesquels on voudrait travailler.
Alors maintenant, avec Internet, c'est beaucoup plus facile. On peut faire des auditions vidéo, on peut recevoir du matériel vidéo pour tester du niveau d'une personne et de sa tessiture pour un chanteur, voir si ça nous intéresse ou pas. Après, nos forces artistiques, le ballet, le chœur ou l'orchestre, peuvent être amenés à faire des tournées. C'est un équilibre très délicat, puisque pour être Opéra National de Bordeaux, parce qu'on est à Bordeaux, il faut répondre à un cahier des charges qui est très précis. Il y a des missions de diffusion qui sont essentiellement tournées pour les opéras nationaux vers la région dans laquelle ils sont implantés ou au niveau national. Comme toute institution culturelle de spectacle vivant ou pas, il y a cette mission de maillage du territoire qui est primordiale. Après, on a une mission, nous, comme on considère que le label national, que ce soit pour un opéra ou pour un théâtre, ça doit être représentatif du... J'aime pas utiliser ce terme-là, puisque la culture, c'est toujours subjectif, mais on va dire le niveau le plus exigeant, ou avoir que les artistes les plus reconnus. Cette mission de rayonnement peut nous emmener à sortir de nos frontières. Moi, avec l'orchestre, je suis parti en Autriche, je suis parti en Allemagne, en Espagne. L'orchestre a fait des tournées comme le ballet au Japon, aux États-Unis, partout en Europe. C'est du rayonnement, ça fait moins partie, c'est moins important que le maillage du territoire français. Donc quand on part à l'étranger, on essaye également d'être dans une logique économique un peu plus stricte et un peu plus assumée. On n'est pas là pour gagner de l'argent, mais on considère qu'il est moins évident d'investir de l'argent dans une tournée internationale que dans les tournées en région. Voilà. Oui, alors moi, pas trop. Hein. Moi, je suis beaucoup au TNBA. Je peux t'amener à aller voir un spectacle, par exemple, qu'on va programmer la saison prochaine, mais pas à l'étranger. Hein, ça va être à Albi. Non, aller voir un spectacle qu'on va programmer, ou aller ou suivre un spectacle de la maison en tournée pour faire un peu de communication, mais je suis très souvent au théâtre. Oui, ce qui se passe, c'est que le théâtre francophone, mais il a du mal à aller... le théâtre lui-même, va moins à l'étranger que l'opéra ou les spectacles de rue ou des choses comme ça, ou la musique. Voilà. Autrement, pour nous, j'ai dit, on a été en Autriche, en Europe, et puis... voilà. Je pense que de nous tous, c'est vous qui avez le plus d'opportunités de vous déplacer. Oui. Ouais. D'ailleurs, j'avais commencé, du coup, je me suis mis à l'allemand. On allait à Klagenfurt, en Autriche. Bon, je me suis dit, je ne peux pas aller là-bas sans dire un mot. Enfin, c'est insupportable. Enfin, on parle anglais, etc. Voilà. Donc après, il y a une heure là-bas, puis je me suis dit, ça y est, l'Allemagne est à nous, puis ça s'est arrêté là. Pour l'instant. Concernant nos déplacements, nous, on a été un peu rattrapé par la réalité. C'est vrai que si vous considérez l'opéra dans les années 70, 80, 60, c'est l'âge d'or. Tout le monde va à l'opéra, on a beaucoup d'argent, donc on fait à peu près ce qu'on veut. Malheureusement, cette étiquette nous colle encore. Alors, désolé, mais les opéras ont beaucoup moins d'argent maintenant. De manière générale, les subventions pérennes ne bougent pas ou n'ont pas bougé depuis 10, 15 ans, 20 ans. Donc en fait, il faut faire différemment, il faut faire plus avec pareil, voire moins si on considère l'évolution des devises. Par contre, coup de chance, en communication ou même dans la scénographie, c'est un outil incroyable, il y a Internet. L'arrivée d'Internet a considérablement modifié notre vie professionnelle, que ce soit pour ces échanges, ces découvertes d'artistes et de spectacles, ou on en parlait tout à l'heure, les conditions de travail. Il y a 20 ans encore, quand on sortait du bureau, de l'ordinateur, du téléphone et du fax, on arrêtait de travailler. Maintenant, vous voyez, moi j'ai 2 téléphones sur la table, il y en a un à moi, il y en a un à l'opéra, et celui de l'opéra,
il sonne à peu près tout le temps. Voilà. On travaille avec des gens qui sont sur plusieurs fuseaux horaires. Il peut sonner à 8h, à midi, à 23h, à 2h du mat, à 4h. Alors on choisit de répondre ou pas, mais ça c'est une vraie réalité. Internet nous aide et Internet apporte de nouvelles contraintes. Merci. Voilà. Est-ce qu'il y aurait des questions? Nous, on en a une, si vous voulez bien, une dernière, à moins qu'il y ait encore plus de questions. Voilà, c'est une question que nous posent peut-être de temps en temps les étudiants. D'après vous, voilà votre ressenti sur le fait, comment se porte le spectacle vivant depuis tout ce qu'on a suivi les dernières années, ce que vous avez suivi en première ligne. Est-ce qu'il y a un redémarrage significatif? Est-ce qu'il y a de la création significative? Des recrutements en augmentation? Voilà, c'est un petit peu ça qu'on aimerait savoir. Je ne sais pas qui doit répondre. Comment dire, après le Covid, en fait, il y a eu beaucoup de spectacles qui n'ont pas pu se créer, donc il y a une espèce d'embouteillage, et dans les théâtres, il y a eu une volonté aussi de faire beaucoup de spectacles en même temps, mais sauf qu'en fait, on est un peu après rattrapé par la réalité. Il y a des subventions qui augmentent pas forcément, et donc je pense que là, en parlant avec beaucoup de compagnies autour de moi, il y en a beaucoup là qui sont quand même dans des situations un peu délicates, qui trouvent difficilement des financements, donc on n'est pas dans l'âge d'or du spectacle vivant, je pense. Je sais pas trop quoi dire de plus. Moi je dirais que c'est un peu la cata. Mais c'est passager, il ne faut pas que ça vous... Donc là c'est... Alors en plus, du coup, une des premières choses qui saute, c'est le décor. Voilà, donc là, et même c'est... Voilà, il y a du... On en fait vertu. Enfin, certains disent c'est l'ascèse scénographique, voilà. Les artistes, ou alors... Voilà, des décors non-achats, ça devient écologique, alors que c'est parce qu'il n'y a pas d'argent. Voilà. Mais bon, donc pour nous, c'est un peu... Mais du coup, on se déplace, c'est d'autres gens qui découvrent que la scénographie peut leur apporter quelque chose. C'est dans la musique amplifiée. Alors là, on a travaillé pour des gens, les boîtes de production de musique, qui se rendent compte qu'au contraire, ils font la différence en ayant un environnement. Ah oui, absolument. Et voilà, et alors, voilà. Et ça donc après tout, c'est pas mal, parce que ça change, c'est pas mal. Il n'y a pas beaucoup d'argent. Bon, voilà. Et c'est vraiment notre façon de travailler. Il y a ça, il y a le jeune public pour lequel on travaille. Alors là aussi, des budgets plus petits, des choses plus légères, mais c'est sympathique. Voilà pour ce qui est pour nous. Effectivement, là, le côté... voilà. Et des grosses scénographies, il n'y en a pas. Pour ça, il faut y aller demain soir, pas parce qu'on l'a fait nous, parce qu'il n'y en a plus tant que ça, de grosses scénographies. Où il y a du visuel, puis voilà, puis il y a une évolution. Puis le théâtre, le monde change très vite, donc le théâtre cherche dans tous les sens, il se cherche, donc on démultiplie aussi les petits projets en espérant, on questionne, et voilà. Et c'est pas... voilà, mon point. Moi, j'ai une vision un petit peu différente, ou au moins complémentaire. Déjà, sur l'impact du Covid, le premier impact, outre l'embouteillage de programmation, ça c'était une réalité qui a été assez compliquée pour nous, c'est vrai. On a annulé pendant 2 ans, ou reporté, et en fait, on prévoit 2 ans à l'avance, on reporte 2 ans. Bon voilà, qui on place avant l'autre ou après, c'est une vraie question. Et côté public, il y a eu une évolution des pratiques qui pour nous est très problématique. Donc à l'Opéra, on ouvre la billetterie 1 an à l'avance, et avant, il y avait une grande majorité de spectacles qui étaient complets longtemps à l'avance. Maintenant, surtout pour les musiques amplifiées, le jazz, mais pour le symphonique, l'opéra et le ballet aussi, on peut vendre énormément de places sur la dernière semaine. Voilà. Les gens prennent moins d'abonnements, prennent moins de places avant. La crise fait aussi, mais cette pratique du public change. Et pour nous, pour moi en tout cas, c'est compliqué. On dort moins bien la nuit, on perd des cheveux parce qu'on pense qu'on va mal vendre un spectacle, et au final on se retrouve au dernier moment avec une salle comble. C'est un coup de poker. Et ça a pour conséquence que du coup, quand on crée les spectacles, pas à l'opéra, mais du coup
ils vont les gens qui sont au montage vont prendre moins de risques parce qu'ils n'ont pas l'assurance de remplir, donc moins d'argent à la production, donc moins de... Voilà. Et en tout cas, pour nous, il y a vraiment un avant-Covid et un après-Covid. Et là, on cherche toujours. C'est... Voilà. L'opéra, je vous disais, on est en mutation. Enfin, nous, c'est vrai qu'on est un peu, de mon point de vue, qui est quand même relativement partagé, en bout de course par rapport au système dans lequel on se situe. C'est vrai qu'on n'est pas assez représentatif de toute la population. Je parle de notre public. Malheureusement, on touche une catégorie socio-professionnelle qui est un peu au-delà de la moyenne. Alors c'est là tout l'enjeu de nos équipes de communication, de marketing, c'est de faire comprendre aux gens que l'opéra, c'est pour tout le monde. Ça peut ne pas être cher. Pour vous, par exemple, une place, c'est 10 €. Hein, c'est moins cher que n'importe quel concert ou que n'importe quel événement sportif. Voilà, il faut d'un côté sortir de l'image qu'on reflète et trouver un autre modèle économique. Ça, c'est un peu plus compliqué parce que de l'argent dans la culture et dans le spectacle vivant, il y en a, et il y en a énormément. Le spectacle vivant, la culture en France, c'est l'une des premières industries. Je ne veux pas dire de bêtises, je crois que c'est devant l'industrie automobile, par exemple. On crée de la richesse directement avec la vente de places, avec les cachets des artistes, et indirectement avec les restaurants, les hôtels, les voyages, les tournées. Voilà, vous entendez souvent parler de ruissellement des richesses et des flux. Bon, des fois c'est pas complètement vrai économiquement parlant, mais l'économie du spectacle fait qu'il y a un vrai ruissellement sur l'ensemble des acteurs. Nous, acteurs publics, on a moins d'argent puisqu'on dépend des subventions pour pouvoir notamment proposer des places accessibles. Les acteurs privés, les tourneurs privés, je vous assure qu'ils dégagent énormément d'argent. Vous voyez les zéniths, les stades qui sont remplis. Voilà, l'économie du spectacle est richissime. Oui, l'autre jour, j'étais la petite histoire, mais mon neveu est chef électro, il fait la tournée de Calogero, voilà. Donc il m'invite et je vois la scéno qu'il y a, le décor, les moyens, et comment dire, c'est bien à voir parce que après on aime plus ou moins la musique, mais ce qu'il y a sur scène, c'est ce qu'il y a à la pointe, quoi. Enfin, je veux dire, alors bien sûr, je pense que c'est attirant pour travailler. Pour concevoir, Oui, bien sûr. Mais nous, la mission publique et notre dépendance aux subventions fait qu'on a un cadre beaucoup plus contraint. Donc, pour répondre à votre question, oui, on recrute, on renouvelle les postes, ou pas systématiquement. On a beaucoup recours à l'intermittence et c'est normal, mais il y a des secteurs dans le spectacle vivant qui sont extrêmement dynamiques. Merci. On a accès à des défis, à des leviers aussi. C'est pas mal de finir comme ça, non? Oui.